Hey les filles, hello ladies. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon samedi, que vous passez un bon week-end. Tiens. Je voulais partager avec vous un coup de gueule. Un coup de gueule, faites-moi un petit signe quand vous êtes là, hashtag live, hashtag replay, comme d'habitude. Je vous rappelle que si vous voulez être au taquet avec les lives, vous pouvez activer les notifications qui vont vous permettre de savoir que je suis en live à chaque fois que je suis en live. J'espère que vous partez bien, j'ai pas mal de sujets à traiter avec vous, mais j'en ai choisi un parce que c'est un coup de gueule et les coups de gueule doivent s'exprimer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes en train, je sais pas si vous êtes là, vous n'êtes pas là. En tout cas, faites-moi signe, dites juste un petit salut si vous êtes là. Comme ça, je sais qui est là et je sais à qui je m'adresse. Et comme ça, je peux vous saluer en retour. Donc, mon petit coup de gueule, c'est que la dernière fois, il y a quelques jours, là, j'étais posée pour la première fois en limite, je dirais 2 ans, devant la télé, mais posée devant la télé. Et puis, il y avait un reportage sur Hello à toi qui regarde, à vous qui regardez, je sais pas c'est qui. Il y avait un reportage sur les gens qui sont en télétravail, du coup qui sont supposés être en télétravail en France, mais qui ont décidé de partir passer des mois, des semaines, des mois à l'étranger ou dans le sud de la France ou en vacances quelque part, bref. Et du coup, en fait, ils font pas le télétravail de chez eux, de leur maison, mais ils font leur télétravail d'un endroit où ils sont en vacances, en fait, où ils sont au soleil, dans des campings, ou je sais pas où, en fait. C'était en Espagne, dans le sud de la France, dans d'autres pays, bref, où tout va bien, ils s'éclatent et ils font leur télétravail. Et en fait, le reportage parlait de ces gens-là, et ces gens, dans le reportage, dès qu'ils doivent prendre un appel ou dès qu'ils doivent communiquer avec leur équipe, dès qu'ils doivent travailler ou être en réunion de travail, en fait, ils vont tout faire pour cacher l'endroit où ils sont, pour pas qu'on se rende compte qu'ils ont bronzé, pour pas qu'on se rende compte qu'ils sont en vacances, pour pas qu'on se rende compte qu'ils sont en train de passer du bon temps. Et du coup, le gars montrait que il était à l'hôtel, il était au bord de la mer, c'était bronzette et tout. Et en fait, quand il devait travailler, il rentrait, il fermait tous les rideaux et il faisait croire qu'il était chez lui en pleine campagne. Du coup, ça me révolte, moi. En fait, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, ça me révolte. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit post aujourd'hui, juste par rapport au fait qu'on devrait s'en foutre de l'endroit d'où on travaille, du moment qu'on travaille, en fait. Et moi, ça m'a révoltée d'en arriver là. Alors, je connais pas trop, moi, tout ce qui est loi et tout ça et tout. Mais par contre, moi, il y a des contraintes, des restrictions, des conditions qui m'énervent. Et je comprends pas pourquoi on donne autant d'importance au paraître. C'est-à-dire paraître professionnel. Si tu es en vacances ou dans un endroit cool, où il y a du soleil, où tu es à côté de la mer, où tu es dans une maison au bord de la mer, où tu as une piscine, où tu es au bord de la piscine, tu parais pas professionnel d'un coup? En quoi, en fait, les conditions extérieures, là, dans lesquelles tu te trouves au moment où tu travailles, vont faire que tu vas être moins professionnel d'un coup ou moins focus sur ton travail? Alors, je comprends qu'on est enfant et qu'on nous fout dans un parc ou devant une piscine, on va pas réussir à être focus sur le fait de ranger notre chambre. Ça, je comprends. Mais en tant qu'adulte, sérieusement, est-ce que c'est pas possible d'avoir cette flexibilité de travailler de là où on veut travailler et d'être habillé pour travailler comme on a envie d'être habillé pour travailler? Pourquoi il y a cet attachement à l'image, à cette image, au nombre d'heures où on te voit au bureau? Le nombre d'heures où on te voit au bureau ne détermine en rien la qualité du travail que tu fournis. Moi, ça, c'est un truc de fou parce que ça me renvoie à plusieurs histoires, en fait. Ça m'a renvoyé à plusieurs histoires. Mais en fait, je ne me suis rendu compte de cette mentalité que quand j'ai quitté ce pays. Alors attention, là, je ne suis pas en train de dire en France, c'est nul, c'est ci, c'est ça. C'est juste que j'ai remarqué que cette mentalité, moi, ne me convenait pas dans plusieurs domaines de vie, et notamment dans le domaine du travail.
Donc, je ne me suis rendu compte qu'il y avait un souci de ce côté-là que quand je suis partie aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand je suis partie aux États-Unis pour faire ma thèse, la thèse demande énormément d'investissement, énormément d'engagement, énormément de travail. Parce qu'on fait la thèse et puis on fait notre travail de labo, on écrit en même temps, on publie des choses, on prépare des conférences, en même temps on doit enseigner, on doit corriger des copies, bref, c'est super busy. C'est vraiment, vraiment overbooked. Et du coup, j'avais l'impression, à la bonne mentalité dans laquelle j'ai vécu en France, c'est que plus on me voit au bureau, au labo, plus on va se dire, ah, elle, c'est une bosseuse. Moi, je suis partie avec cette mentalité inconsciente. Je ne savais même pas que j'avais cette mentalité-là. Mais c'est là-bas que je me suis rendu compte qu'en fait, les gens s'en fichent de te voir au labo, au bureau, assise devant ton écran, en train de fournir un travail de fou ou en train de faire semblant ou ne pas prendre de pause. Et tout ce qu'on fait ici, vous savez, où on doit rester au bureau jusqu'à 18h, comme ça notre patron, il dit « Ah, mais elle est restée au bureau jusqu'à 18h, c'est qu'elle bosse. » Là-bas, ça n'a absolument rien à voir en fait. Ils ne font pas attention à comment tu es habillé quand tu travailles. Ils ne font pas attention à d'où tu es en train de travailler. Ils ne font pas attention à tout ça. Au nombre d'heures passées au bureau. Et ça m'a choquée. Je me disais, mais purée, ils sont trop cool en fait. Comment ils font pour travailler? En fait, c'est eux qui avancent vite. Et c'est eux qui avancent bien, et c'est eux qui changent les choses, et c'est eux qui sont en train d'avancer. Et nous, ici, on est en train de stagner. Pourquoi? Parce qu'on s'attache à des détails futiles qui sont complètement inutiles. Inutiles. On a des croyances comme ça, limitantes. Ah, si tu es au bureau de 8h à 18h, c'est que tu es une bosseuse. Ben non, en fait. Tu peux être au bureau de 8h à 18h et être tellement dispersé dans ton énergie que tu ne te focalises pas sur les bonnes choses, que tu ne mets pas ton énergie dans les bonnes choses, que tu n'es pas performante parce que tu es KO ou que tu es en train de prendre une tonne de pause. En fait, le temps de focus sur ces 12 heures ou 10 heures ou 8 heures que tu passes au bureau, en fait, le temps de focus va être très court sur des tâches déterminées à des temps donnés. Ça ne veut pas dire... Et on a cette mentalité et on est en train de l'inculquer à nos enfants. On pense qu'un enfant qui passe 4 heures sur ses devoirs, c'est un enfant qui a compris, qui a bien fait les choses. Ben non. Un enfant peut passer 10 minutes sur un cours et très bien le comprendre, très bien l'intégrer. Et un autre peut passer 4 heures et tellement qu'il va avoir des... des cassures dans l'attention, parce que le cerveau humain, on le sait, il ne peut pas rester focalisé très longtemps sur une tâche en fait. Il ne peut pas, parce qu'il y a les distractions qui prennent le dessus. Et du coup, en fait, il ne va pas fournir un travail, et on l'aura juste fatigué pendant 4 heures pour rien. Et en plus, on va le dégoûter de ce qu'il est en train de faire, parce qu'à chaque fois, il va se dire, purée, 4 heures pour ça, non, je ne veux plus travailler. Donc ça m'a un peu révoltée qu'on fasse attention à ça, purée, du moment que le travail il est fait, on s'en fout où se trouve la personne, je comprends pas. Surtout en cette période de pandémie où les gens sont en télétravail, qu'ils travaillent de chez eux habillés, ou qu'ils travaillent de chez eux en pyjama, ou qu'ils travaillent de leur cuisine, de leur toilette, de leur jardin, de leur piscine, ou de chez leurs grands-parents au bord de la mer, ou en maillot de bain, ou sur un bateau, ou peu importe, je vois pas qu'est-ce que ça change en fait. Le travail, ils vont le fournir de la même façon qu'au bureau. Même si au bureau, il n'y a pas ce type de distraction, plage, piscine, etc., ça ne change rien. C'est qui la personne est qui fait le résultat, en fait. C'est pas où elle se trouve et qu'est-ce qu'elle a autour d'elle, ça change absolument rien. Bref, ça m'a un peu révoltée. Et ça m'a renvoyé à plusieurs histoires. La première, c'est quand je passais mon bac et qu'on arrivait en tenue d'été aux épreuves du bac et qu'on se prenait des remarques du type elle débarque en touriste là, ça se voit qu'elle s'en fout un peu là de ce qui se passe. Elle se rend pas compte là que c'est une épreuve du bac quand même. Donc short, t-shirt ou skateboard à la main ou casquette, chapeau, vous laissez ça pour plus tard parce que là on est dans du sérieux, c'est quand même l'épreuve du bac quoi. Et l'épreuve du bac, vous devez être bien habillé. Et bien habillé ne veut pas dire t-shirt et skateboard à la main. Parce que ça voudrait plutôt dire que vous avez pris du bon temps. Et si vous prenez du bon temps, c'est un indicateur de fainéantise. Et du coup, c'est un manque de respect pour l'examinateur qui, lui, est là en train de
faire des efforts à être là alors qu'il n'a pas envie d'être là pour te corriger toi avec ta copie. Et du coup, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de profiter et d'être bon élève en même temps et de donner l'impression que tu as appris quand même et que tu t'es posé, que tu as réfléchi et que tu as appris et que tu t'es préparé pour ton épreuve. Parce qu'arriver avec un skateboard, un skate sous la main, ça veut dire que tu t'en fous en fait et que tu manques de respect à l'examinateur en plus. Non mais voyons, où est-ce qu'on est? Et ça, c'est une remarque qu'on s'est pris tellement souvent et que je comprenais pas déjà à l'époque. Et quand j'ai débarqué aux États-Unis, je me suis rendu compte que les campus américains ressemblent exactement à ce qu'on nous montre à la télé. C'est-à-dire les pom-pom girls qui traversent la cour pour aller d'un cours à l'autre, enfin, les cheerleaders. Et les étudiants qui sont là, casquette à l'envers, un peu à la Beverly Hills, en fait, si vous vous rappelez de la série. Ils sont là en train de pique-niquer, en train de jouer, ils ont des skates, ils ont des rollers, ils ont la casquette à l'envers, ils sont shorts, ils sont en t-shirt, ils ont même des serviettes, ils sont même en train de réviser sur le campus au soleil avec leur crème solaire, ils sont en train de boire, de manger. En fait, ils sont libres. Ils sont libres et ça, on le voit dans les meilleures universités des États-Unis. Et il n'y a personne qui va leur dire « Ah, mais toi, t'as pas l'air sérieux ». C'est pas l'habit qui fait le moine, en fait. On ne juge pas les compétences et les capacités de quelqu'un par rapport à comment il est habillé ou à comment il se présente à un examen. Je trouve ça complètement aberrant. Et j'ai enseigné là-bas et j'ai eu des élèves là-bas, mais ils sont tous habillés comme ils veulent et c'est jamais à cause de ça qu'on va le prendre comme une marque de manque de respect, en fait. Une marque de respect ou de manque de respect. Et c'était les meilleurs élèves. Et même des athlètes de haut niveau. Je veux dire, je comprends pas. J'ai jamais compris cette mentalité et quand je suis allée là-bas, ça m'a confirmé que c'était pas mon truc en fait, cette mentalité-là. Ce mindset-là de vas-y, je t'écrase, je cherche juste à te critiquer, je cherche juste à t'étiqueter, à te labelliser pour te descendre, te faire perdre confiance en toi, te mettre une étiquette qui va tout remettre en question de qui tu es, comment tu fonctionnes, quelle est ta personnalité, quel est ton trait de caractère. Et en plus, grâce à ton habit, je vais te dire si toi tu vas réussir dans la vie ou tu ne vas pas réussir dans la vie. C'est juste un truc de fou. Et ça arrive encore là dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les facs, ça arrive encore. Et moi, ça me hérisse le poil. Et ce qui a fait remonter toutes ces remarques-là, que j'ai eu moi-même, mes amis ont eu, qu'on a eu quoi, tout au long de notre cursus scolaire, même à la fac, un truc de malade, ça m'a rappelé la différence avec les États-Unis. Et puis, ce qui a fait remonter ça, c'est ce reportage en fait. L'autre histoire que ça m'a rappelé, j'en ai plusieurs mais je ne me rappelle plus, mais l'autre histoire que ça m'a rappelé, c'est celle de mon formateur, celui qui m'a formé au coaching et en neurosciences, David Lefrançois. Donc lui, il nous racontait cette histoire qu'un jour, il a été appelé pour intervenir dans une université à Paris. Je ne sais plus quel arrondissement, mais une bonne université à Paris. Donc, il est allé là-bas pour, il me semble, enseigner le neuromarketing à des étudiants de je ne sais plus quel cycle. Bref, c'est pas important. Mais voilà, ça s'est bien passé. Il a fait son truc et tout. Et ensuite, quand il s'est entretenu avec la directrice, la première remarque qu'elle lui a faite, c'est par rapport à sa tenue. Parce que David Lefrançois, lui, il s'habille cool et classe en même temps. En fait, il va te mettre une chemise, un jean, mais avec une veste de costard, mais sans la cravate. Il est vraiment cool, décontracté, mais classe en même temps. Et du coup, elle a super mal pris le fait qu'il vienne donner une espèce de conférence devant beaucoup d'étudiants dans cette université super réputée, sans costard cravate. Vous voyez un peu le genre. Donc, vous pouvez imaginer que David Lefrançois lui a clairement ri au nez. C'est pas le genre de truc qui va l'impacter. Parce que si la nana, pendant 2 heures de cours, ne s'est focalisée que sur la tenue de David Lefrançois, je peux vous dire qu'elle a loupé l'intégralité du contenu de valeur qu'il a offert ce jour-là. On est conditionné à nous focaliser sur l'inutile, sur la critique, le reproche qu'on va faire à la personne pour la descendre et l'enfoncer et l'humilier et la dévaloriser. Mais c'est quoi ce délire? Et du coup, David Lefrançois lui a dit, mais écoutez, j'entends votre remarque
Mais il lui a dit en tout cas, oui, c'est pas à l'habit qu'on va juger une performance, la performance de quelqu'un, et quel message ça renvoie à ses élèves. Et il lui a donné l'exemple des États-Unis justement, où il a l'habitude d'intervenir, parce que David Lefrançois, il a quand même une renommée internationale. Il intervient aux États-Unis, au Canada, un peu partout dans le monde. Bref. Et du coup, il était dans une université, il me semble que c'était California University, mais je suis pas sûre. Bref, il était dans une université américaine où le prof a débarqué un peu à, comme on dirait ici, à la baba cool. Donc vraiment, il avait des dreadlocks, c'était un prof de philo, et bref, il était habillé vraiment cool. Et ce prof-là, c'est une tête. En fait, c'est une tête dans son domaine. Comment il s'exprime, comment il enseigne, comment il transmet les messages, comment il se comporte avec les élèves. Tout le monde l'adore. C'est une tête. Il fait des conférences, il a écrit des livres. Bref, c'est le gars. On ne va pas remettre en question ses compétences par rapport à ses habits. Je peux vous dire que ce prof-là n'aurait jamais enseigné en France. Juste à cause de cette mentalité renfermée et limitée. Cette mentalité de jugement. Il n'aurait jamais enseigné en France. Et pourtant, il fait sortir de cette université les meilleurs élèves au monde. Je ne sais plus si c'était la philo son domaine. En tout cas, voilà, vous m'excuserez, je n'ai pas le détail du détail, mais vous comprendrez la globalité du message que j'ai envie de vous transmettre. Et du coup, quand il lui en a parlé, elle lui a dit « Ah oui, mais ici, on n'est pas à Google. Hein. » En fait, il lui a répondu effectivement, avec cette mentalité, on n'est pas à Google et on ne sera jamais à Google. Et on ne sera jamais Google. Évidemment qu'on ne sera jamais Google avec cette mentalité. On n'est pas à Google, mais Google, pour en arriver là, Google, Facebook, YouTube, toutes ces gros leaders de notre monde, pour en arriver là, ils ont dû s'ouvrir l'esprit d'abord. Ils ont dû passer au-dessus, au-delà de ce genre de croyances limitantes, mais extra limitantes. De lui, comment il est habillé, il ne fait pas professionnel. Ils ont dû s'ouvrir à ça. Ils ont dû accepter des gens qui leur paraissaient compétents. Accepter des gens qui étaient dans la bienveillance. Accepter des gens qui allaient leur faire du résultat, du chiffre d'affaires. Accepter des gens qui allaient changer le monde. Qui étaient créatifs, qui avaient des idées, qui avaient des choses à apporter. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas à embaucher des gens parce qu'ils sont habillés en costard-cravate. Non mais voyons. Et ça me révolte. Et Google, c'est une compagnie qui effectivement prend soin de ses employés. Non seulement ils sont bien payés, mais ils sont super bien traités, ils sont libres, ils font vraiment du team building et du teamwork. On n'est pas là à leur faire du forcing, à être sur leur dos. Ils sont encouragés déjà de 1 par le salaire et de 2 par les conditions de travail. Ils ont énormément d'avantages. Ils mangent bien, ils peuvent manger bio, ils peuvent manger du fait maison, ils peuvent manger du local, ils peuvent se reposer, ils peuvent faire du sport. C'est les conditions qui donnent aux gens envie de travailler ou non. Alors, si en France on continue avec cette mentalité de lui, comment il est habillé, là il est un peu trop relax, il me manque de respect, moi je peux pas travailler avec quelqu'un comme ça. On va pas avancer, on va même pas stagner, on va reculer. Si on continue avec ces mentalités de non, il faut travailler dur, il faut mériter son salaire, il faut souffrir, il n'y a personne qui aura envie de travailler pour vous, pour nous. Faut arrêter d'être sur le dos des gens. Du moment que ces gens travaillent et sont authentiques, sont honnêtes, sont vraiment dans les valeurs, dans le système pur de valeurs de l'entreprise, on s'en fout qu'ils fassent leur télétravail de chez eux ou de la plage ou de la piscine. C'est pas quelqu'un qui travaille et qui en plus est encouragé à travailler et qui en plus aime son travail, aime ce qu'il fait, maîtrise ce qu'il fait, sait ce qu'il fait, a envie de faire ce qu'il fait,
Même si vous le posez à Hawaï, il va vous fournir un travail de grande qualité. Il ne va pas se laisser distraire par la mer, le soleil et l'odeur de la crème solaire ou de l'huile de monaille. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du soir parce que quand je suis tombée sur ce reportage, ça m'a tuée quoi. Parce que le gars, il devait se cacher, fermer les rideaux, fermer les fenêtres, se mettre à l'écran mais avec un mur blanc derrière pour faire croire qu'en fait, il travaillait de chez lui alors que le type était en Espagne en train de s'éclater à la plage. Qu'est-ce que ça change? Le gars, il est là, il travaille. Qu'est-ce que ça change? Ça me tue. En fait, c'est votre investissement et votre engagement qui est important. En conclusion, c'est ça. C'est comment vous êtes engagé avec les personnes avec qui vous travaillez qui compte. C'est pas le nombre d'heures que vous passez sur votre travail. Puis quand vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, clairement, vous ne devez pas tomber dans le piège du 8h, 18h, H24 et du samedi, dimanche en plus. Sinon, ça ne sert à rien. Restez dans le salariat et suivez ce rythme-là qui mène au burn-out. Mais quand vous êtes entrepreneur, c'est pour avoir la vie que vous avez envie d'avoir, donc pour avoir votre entreprise à votre service et pas le contraire. Et c'est pour montrer aux autres que c'est possible de faire ça. Parce que quand on est entrepreneur, on ne fait pas les choses que pour nous. Si déjà on est entrepreneur, c'est qu'on veut apporter quelque chose au monde. Si en plus on peut apporter notre touche de développement personnel au monde en montrant aux gens que si on l'a fait, ils peuvent le faire et que c'est possible de travailler autrement et que c'est possible de voir les choses autrement et que c'est possible de recommencer à zéro avec une mentalité complètement différente de celle qu'on nous a inculquée pendant tant d'années. C'est possible de revoir le système de fonctionnement de chaque être humain. C'est possible. C'est possible de changer la perception de votre cerveau, que votre cerveau a du monde. C'est possible de changer votre vision des choses. C'est possible de vous débarrasser des croyances qui ne vous servent à rien. Comme il faut que je paraisse professionnelle. Évidemment, vous n'allez pas faire une conférence en pyjama, en présentiel. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire un live en pyjama? Je vois pas. C'est pas parce que un jour je vais vous faire un live en pyjama que ça va changer qui je suis ou ce que j'ai là-dedans ou ce que je vais vous transmettre. Ça change absolument rien. Et franchement, il faut ouvrir les yeux là-dessus si on veut changer quelque chose en France. Parce que là, s'il y a des pays qui bougent, comme les États-Unis. Moi, je donne un exemple, les États-Unis, parce que ça bouge beaucoup là-bas et ça a beaucoup bougé pour nous, pour moi, pour les enfants, dans mon travail là-bas. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Pourquoi ça bouge? Parce qu'ils sont ouverts au changement. Ils sont ouverts au fait de remettre tout un système de fonctionnement en question. Ils laissent l'opportunité aux gens de changer les choses. Ils laissent la chance à chacun de développer et de mettre en lumière sa créativité. C'est pour ça que ça bouge. Parce qu'on laisse les opportunités aux gens de transmettre des choses, de transmettre leurs talents, de partager leurs aptitudes avec d'autres, de transmettre leurs connaissances, de créer des nouvelles choses, de transformer des choses, de changer des choses, d'éliminer des choses qui ne marchent pas, d'améliorer certaines choses qui pourraient mieux marcher. Et quand on est ouvert à ça, on fait des trucs magiques, quoi. On avance, on bouge, on s'améliore, on change. Quand on n'est pas ouvert à ça, quand on juge les gens de par leur apparence ou de par leurs habits, ou qu'en plus on leur met une étiquette, est-ce que c'est quelqu'un qui travaille ou qui ne travaille pas, est-ce que c'est un feignant ou pas, est-ce que c'est ci ou ça, juste en fonction du nombre d'heures qu'il passe devant son ordi, on n'avance pas. Franchement, on n'avance pas. On est dans l'ignorance et la stupidité même. Il faut arrêter d'infantiliser les gens et il faut leur permettre d'utiliser leur puissance intérieure et naturelle. Et pour ça, il faut commencer
à faire confiance aux gens, aux autres. Il faut commencer à faire confiance aux gens, à faire confiance à leur intellect, à faire confiance à leur affect. Il faut les responsabiliser et leur donner l'opportunité d'exprimer ce qu'ils ont en eux. Et c'est ça qui fait avancer en fait. Donc arrêtons avec le paraître et focalisons-nous sur des choses qui vont réellement transformer le monde. Il faut arrêter de juger, il faut arrêter de critiquer, il faut arrêter de chercher juste cette opportunité d'aller dévaloriser quelqu'un. Juste parce que la personne a bafoué un jour pendant une conférence, ou juste parce que la personne n'était pas en forme un jour pendant un examen, ou juste parce que la personne a fait un jour une faute qui paraît bête aux autres, ou juste parce qu'un jour elle a fait une erreur qui a eu des conséquences pour tel, ou dans tel ou tel domaine. Faut arrêter. On est des êtres humains, mais on a tous quelque chose à apporter au monde. Et ça ne dépend pas de l'endroit où on le fait. Et moi, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir faire tous mes coachings, les pieds dans l'eau, au bord de la mer, et que ça changera absolument rien à la qualité de mes coachings ou au temps de qualité que j'offre à mes clientes. Jamais, ça ne changera pas. Même si je suis au bord de la piscine, même si je suis dans ma cuisine, même si je suis devant mon ordi, ça ne changera absolument rien à ce que j'ai à transmettre et à ce que j'ai à apporter. Donc pourquoi ça changerait pour les autres? Et si on se fait confiance nous-mêmes, on commencera à faire confiance aux autres. Donc les personnes qui jugent et qui critiquent, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles déjà. Donc elles jugent et critiquent les autres. Voilà. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.